Je me présente. Je suis Martin Blais, le titulaire de la chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres, chaque année, en fait, on organise un cycle de conférences. Évidemment, cette année, ça prend une forme un peu particulière en raison de la pandémie du télétravail, mais ça a l'avantage, en tout cas, de pouvoir attirer et de pouvoir permettre à beaucoup plus de personnes d'assister à ces conférences. En fait, c'est vraiment un, un bienfait collatéral. Ce soir, on a le plaisir, d'accueillir Félix Boutou, euh, qui a pris une maîtrise en recherche en sociologie à l'Université de Bordeaux, a commencé un diplôme du troisième cycle, un doctorat en sociologie à l'Université du Québec à Montréal en janvier 2019. Donc, son travail est axé sur la sociologie de la sexualité et de l'amour, ainsi que la sociologie de l'individu. Alors, il étudie les questions liées aux bisexualités, à propos desquelles il écrit d'ailleurs actuellement un livre. Félix, j'imagine que tu auras l'occasion de nous en glisser un mot, notamment sur la date de parution prévue, peut-être, s'il y en a une. Euh, il s'intéresse également aux cours d'éducation à la sexualité en France et aux usages des applications de rencontres. Alors, pour sa thèse, Félix s'intéresse aux relations plurielles et non exclusives consensuelles, à la fois romantiques ou sexuelles, comme le polyamour ou les sexualités en groupe, en questionnant la relation entre ces pratiques et l'état actuel de nos sociétés. Alors, sa conférence s'intitule Possibilités, les bisexualités entre identité et pratique. Et sur ce, je vous souhaite bonne conférence et Félix, je te passe la parole. Merci d'être avec nous ce soir. C'est très apprécié que tu aies accepté notre invitation. Eh bien, c'est un vrai plaisir d'être ici. Merci beaucoup, Monsieur Martin Blais. J'en profite au passage également pour remercier Elio Brimbarona et Mylène Chanclang. Je suis désolé si j'écorche les noms de famille pour avoir été en contact avec ces deux personnes et participer à cette conférence. Et je remercie aussi Lynn Chamberlain qui m'avait contacté il y a déjà quelques temps pour aussi participer. Donc, me voici. Je précise également que je suis membre du comité exécutif de l'organisme Les Trois Sexes. Je me trouve d'ailleurs dans leurs locaux. Alors, donc, ce soir, on va parler de bisexualité. Une heure de conférence, c'est bien trop court pour aborder un sujet aussi complexe, aussi diversifié et, curieusement ou pas, fort peu étudié. Donc, l'acronyme LGBTQ+, est aujourd'hui très connu, mais le B, désignant les personnes bisexuelles, reste encore dans l'ombre. Elle est la lettre invisible, pour reprendre le titre de la conférence TEDx de Misty Gedlinsk, que vous pourrez retrouver sur sexualité au sens large, sont extrêmement rares. Quand j'ai commencé mon étude du sujet, donc en 2014-2015 en France, j'ai trouvé que deux ouvrages académiques sur le sujet, celui de Catherine Deschamps, le miroir bisexuel, qui est sorti en 2002, après une thèse de doctorat à l'école d'études en sciences sociales, et l'ouvrage de Rommel Mendes-Letté, du regretté Rommel Mendes-Letté, pareil, qui a été publié au début des années 2000, Bisexualité, le dernier tabou. Même les autres livres, essais qui traitent de ce sujet sont extrêmement rares. Je pense à deux, notamment de Henning sur la bisexualité masculine, qui est aussi encore plus rare dans le traitement, et celui de Vaglio, qui traitait des grandes figures féminines des bisexualités. Je pense aussi au livre de Karl Mengel, Pour et contre la bisexualité. Beaucoup de ces ouvrages ne sont plus édités et donc sont très difficiles à trouver. Mes interrogations sur le sujet sont survenues après des rencontres avec des personnes qui ne se revendiquaient pas forcément bisexuels, mais qui déclaraient volontiers des attirances
des pratiques sexuelles, voire pour certaines, des couples avec des hommes, avec des femmes, mais ne se revendiquaient pas forcément bisexuels. Donc j'étais assez surpris à l'époque. Le sujet m'intéresse depuis de très très longues années maintenant. Mais en arrivant en sociologie, je me suis dit, bah, c'est l'occasion de m'intéresser à ce sujet-là, avec une question simple, de quoi parle-t-on? De qui parle-t-on quand on s'intéresse aux bisexualités? On en parle au singulier, mais les parcours ont l'air complexes, ont l'air variés. Donc, quels sont ces parcours? Qui sont ces personnes? Et quelles sont leurs réalités? Alors, comme je viens de le mentionner précédemment, l'étude a été menée en 2014-2015 à Bordeaux, en France. Alors, c'est dans le cadre d'un mémoire de licence qui correspond à l'équivalent du baccalauréat au Québec. J'ai interrogé 24 personnes, 24 femmes et 4 hommes âgés de 18 à 47 ans, résidant pour la plupart dans de grands centres urbains, Bordeaux et la périphérie, donc dans le sud-ouest de la France. 28 personnes se déclaraient cisgenres à l'époque. C'est à moitié vrai, puisqu'une personne qui se déclarait cisgenre à l'époque a fait son coming out trans quelques années après. C'est pour cela que vous voyez sur la diapositive, je genre cette personne maintenant je l'identifie en tant que personne trans, même si à l'époque elle se déclarait comme cisgenre. Toutes les personnes durant cette étude ne se revendiquaient pas nécessairement bisexuelles en termes d'identité, elles n'en faisaient pas une question d'identité. Certaines, c'était une question de pratique, amoureuse, sexuelle ou simplement d'attirance, mais toutes se sentaient concernées par l'étude. Quand j'expliquais un peu le pourquoi et le comment de mon étude, elles ont eu envie de participer, ce qu'on a fait via des entretiens semi-directifs qui durait, le plus court a duré 30 minutes, le plus long a duré 7 heures. Alors, on a beaucoup digressé, vous imaginez bien qu'on ne parle pas forcément de bisexualité pendant 7 heures, encore que c'est possible, mais ça a été, voilà, je compte dans les 7 heures le moment pour mettre la personne à l'aise, expliquer mon étude, et finalement, dans chacun des entretiens, on ne parlait pas uniquement de bisexualité, mais notamment des relations amoureuses, sexuelles et de tous les sujets liés à l'intime, ce qui était très intéressant. Donc voilà, la moyenne se situant autour d'1h30, 2 heures d'entretien. J'avais créé un questionnaire en ligne aussi en cours d'étude qui a été rempli par 640 personnes. Les résultats n'ont pas été concluants parce que j'ai eu un problème pour exporter les données. Il y avait aussi une grande maladresse. J'étais jeune étudiant en sociologie, donc il y avait une grande maladresse dans certaines questions. Mais néanmoins, j'ai eu quand même quelques résultats intéressants, notamment en laissant la possibilité aux gens de s'exprimer. J'avais laissé un encart expression libre à la fin, ce qui m'a permis de recruter d'autres personnes, notamment 2 qui habitaient en région parisienne, et d'avoir aussi, ce qui m'a donné quelques hypothèses pour cette étude et que j'ai pu traiter par la suite. Une échelle de Klein, je ne sais jamais comment prononcer le nom de famille de Fritz Klein, qui est un des grands chercheurs très célèbres sur l'étude des bisexualités. J'en parlerai plus tard durant la conférence. Mais une échelle de Klein a été complétée en ligne par les personnes interrogées. J'avais trouvé un site internet qui proposait déjà la grille toute faite. Les gens n'avaient plus qu'à le remplir et les résultats étaient donnés directement. Donc je l'ai rempli, ce qui a appuyé la diversité des parcours, des attirances, des sexualités et des milieux de vie. Alors, quelle définition donner aux bisexualités? C'est très difficile, étant donné que les définitions varient selon les personnes. Que ce soit les personnes interrogées ou sur des forums, il y a énormément de discussions sur ce sujet-là et tout le monde n'est pas d'accord. Je retiens la définition de BICOSE, qui est la première et principale association de défense des personnes bisexuelles et depuis quelques années pansexuelles en France, qui est située à Paris. Et
Alors, je vais vous donner cette définition, on va la discuter ensuite. Donc, pour Because, la bisexualité peut s'entendre comme l'attirance effective et ou sexuelle pour des personnes de toute identité de genre ou sans considération de genre, avec ou sans pratique sexuelle, de manière successive ou simultanée, de manière permanente ou éphémère, de l'absence de relation au multipartenariat. Cette définition est très intéressante dans le sens où elle englobe nombre de réalités et de vécus de personnes qui se revendiquent bisexuelles, voire de personnes qui n'osent pas nécessairement se revendiquer bisexuelles, mais en voyant cette définition, j'ai eu des personnes qui m'ont dit « Ah oui, c'est vrai que je me reconnais là-dedans ». Mais ça a été quand même une source de questionnement pour moi. D'abord, pour l'étude, quelles personnes interroger? Est-ce qu'il fallait que je prenne uniquement des personnes qui s'auto-identifiaient comme bisexuelles? C'est évidemment un critère. Mais j'avais d'autres personnes qui disaient oui, dans les faits, je suis effectivement, on pourrait dire que je suis bisexuel, mais je n'ai pas forcément envie de le dire. C'était une des raisons principales euh, de, du fait que j'ai pris d'autres vécus et d'autres pratiques. Certaines personnes avaient une bisexualité uniquement sexuelle, d'autres avaient revendiqué volontiers des attirances potentielles, mais sans passage à l'acte, pour diverses raisons. Et donc voilà, donc sur les personnes interrogées, la raison principale pour celles qui ne se déclaraient pas bi, elle disait que ça ne regardait que elle. Qu'elle n'avait pas nécessairement envie de se définir comme bisexuelle, pas forcément par peur, mais pas par envie d'être cataloguée. Je suis la personne bisexuelle de service. Une personne même disait, ça me permet d'arriver dans des soirées et d'aller draguer d'autres personnes sans que j'ai l'étiquette bi, et donc soit c'est des garçons et donc on va me proposer des plans à trois, soit c'est des filles, elles vont être réticentes parce que elles vont se dire ah là là, je les drague. Donc les personnes ne se revendiquaient pas forcément bi. La deuxième raison, c'était parce que se dire bisexuel, pour les personnes interrogées, ça impliquerait la totalité de leur personne. Elles, comme je l'ai dit, elles ne seraient vues que comme des personnes bisexuelles. Or, la majeure partie des personnes interrogées, la bisexualité était une possibilité relationnelle. Elles pouvaient le revendiquer comme une identité en fonction de l'interlocuteur ou de l'interlocutrice face à elles, mais elles ne voulaient pas être, voilà, que ce soit l'entièreté de leur personne qui soit considérée comme bisexuelle. Petite précision également, je parle de bisexualité, même s'il y a des trop performatifs. On pensait tout de suite sexualité, mais on ne pensait pas nécessairement attirance ou relation amoureuse. Donc c'est pour ça que, par exemple, qu'on entend des fois parler du terme de bi-romantique quand quand la personne veut que l'amour soit mis au premier plan. Car c'est le plus répandu, c'est celui qui parle le plus, que ce soit aux personnes bisexuelles ou aux personnes n'y connaissant rien ou ne se revendiquant pas bisexuelles. En parlant de l'histoire de l'homosexualité, il serait faux et incorrect de reprendre l'histoire avec le concept de bisexualité. La bisexualité est un concept apparu tardivement, 19e siècle, 20e siècle, et encore dans des cas bien particuliers. Par exemple, la première occurrence que j'ai trouvée du mot bisexualité, c'était en biologie pour désigner les plantes dotées des organes des deux sexes. Donc rien à voir avec la définition que nous en avons aujourd'hui. Donc revoir l'histoire en disant ah là est la bisexualité, là est la bisexualité, ce serait une erreur. Ça dépend de conditions sociales très particulières, de conditions historiques très particulières. J'ai cité la Grèce antique, par exemple. Si on avait dit à des Grecs qu'ils étaient bisexuels, ils n'auraient pas compris. Pour les Grecs, la bisexualité, c'était ce qui a longtemps été appelé l'hermaphrodisme, ce qu'on appelle aujourd'hui les personnes intersexes. La Rome antique également, c'est des conditions bien particulières à l'époque, c'est un statut social, le citoyen romain est aussi un soldat,
pénètre avec son glaive les ennemis de la République et de l'Empire de Rome. Donc, son pénis sert exactement à la même chose. Ça montre son pouvoir et sa domination sur les autres. Donc, il peut pénétrer des femmes, des esclaves, des affranchis, mais il ne faut surtout pas être pénétré. Donc, encore une fois, on voit que là, appliquer la bisexualité, est-ce vraiment une attirance? Là, ici, c'est plutôt une question de statut social. Encore une fois, ça demanderait énormément de développement. Je n'aurai malheureusement pas le temps de développer ici, mais c'est pour rappeler un petit peu le contexte historique. Néanmoins, si on parle de pratiques amoureuses et ou sexuelles ou d'attirance pour des personnes de plus d'un sexe ou de plus d'un genre, effectivement, on se rend compte que la sexualité humaine étant plurielle, ce sont des choses qui sont arrivées au cours de l'histoire de l'humanité, en fonction des sociétés et des périodes historiques. Néanmoins, le 19e siècle est une période assez centrale. On passe, selon Catherine Deschamps, d'un faire sexuel, c'est-à-dire une distinction entre des pratiques reproductives et non reproductives. Je citerai encore une fois Michel Foucault qui disait « le sodomite était un relapse, l'homosexuel est maintenant une espèce ». C'est pour ça qu'il disait qu'il fallait faire attention à ne pas relire toute l'histoire de l'humanité avec le concept d'homosexualité, ce qui ne voulait pas dire évidemment que l'homosexualité n'existait pas. Donc, ce faire sexuel distinguait pratiques reproductives et pratiques qui ne l'étaient pas. Donc, on est passé de ça au dire sexuel ou être sexuel qui devient central dans la manière d'aborder nos attirances. Comme le dit Catherine Deschamps, dire « je suis » hétérosexuel, bisexuel ou homosexuel, implique la totalité d'une personne, que cette personne pense son identité comme mouvante ou non, son « je suis » sera toujours reçu par l'extérieur comme une caractéristique relevant de la fixité et de l'essence. Et donc, le terme bisexualité a toujours été plus ou moins dans l'ombre, le premier terme ayant été inventé par la médecine pour traiter, entre guillemets, les personnes homosexuelles, puisqu'il s'agissait de ça pour la médecine à l'époque, a été celui d'homosexualité. L'hétérosexualité est arrivée ensuite, puisque par effet de miroir, et d'ailleurs ne désignait pas au départ les termes tels qu'on le voit aujourd'hui. C'était, si je me rappelle bien la définition, une attirance morbide pour quelqu'un du même sexe, l'hétérosexualité. Donc, la bisexualité a toujours été plus ou moins dans l'ombre. Je n'ai pas trouvé, j'ai peut-être mal fait mes recherches, mais je n'ai pas trouvé quand le terme a vraiment émergé en tant que concept tel que nous l'entendons aujourd'hui. Les personnes bisexuelles ont aussi été dans l'ombre, notamment en ce qui concerne le militantisme, puisqu'il n'y a pas véritablement de mouvement ou de moment fondateur des bisexualités. On pensera éventuellement au Bloomsbury Group, fondé autour d'intellectuels et d'artistes. On pensera notamment à Virginia Woolf, l'écrivaine Virginia Woolf, et à l'écrivain John Maynard Keynes, qui mêlent à la fois complicité, amicale, rapport intellectuel et bisexualité ouvertement affichée. Le premier exemple de coming out bi célèbre est celui de l'écrivaine Lani Ka'ahumanu, j'écorche son nom de famille encore une fois, désolé, en 1976, qui donc fait d'elle une des premières personnalités au monde à déclarer sa bisexualité. Les émeutes de Stonewall en juin 69, que l'on célèbre tous les ans par la marche des fiertés, qu'on appelait autrefois Gay Pride, mais non le meilleur terme, le terme plus inclusif est marche des fiertés, célèbre peu les personnes bi. En 2015, j'ai participé à la marche des fiertés de Bordeaux et je voulais acquérir un drapeau des fiertés bisexuelles que vous voyez peut-être derrière moi, bleu, rose et mauve au milieu. J'ai été faire le tour de plusieurs vendeurs ambulants. La totalité, sauf un, ne savait pas de quoi je parlais. Je leur disais, vous avez le drapeau des fiertés bisexuelles, ils ne savaient pas de quoi je parlais. Un avait entendu parler du drapeau, pouvait y avoir accès, le commander via sa boutique, mais il n'y en avait aucun. Alors qu'on trouvait des drapeaux, des fiertés, le drapeau, le rainbow flag, des fiertés trans, des BERD, énormément de drapeaux, mais aucun drapeau des fiertés bi. J'en ai vu 2 dans le défilé, mais aucun. Donc, c'est quelque chose de très peu répandu. Très peu répandu en tant qu'association défendant les personnes bisexuelles spécifiquement. On se rend compte en interrogeant certaines personnes militantes, je pense notamment
à Vincent Victoria Strobel, présidente de Because, qui me racontait avoir milité dans des associations et syndicats homosexuels. Mais il dit, en tant que bisexuel, je ne me revendiquais pas bi quand je militais à ce moment-là. C'est le cas donc en France avec Because, qui a été créé en 1997, ce qui est très tardif, qui est parti du Vendredi des femmes, si je ne me trompe pas, de jour de la semaine, mais c'était le Vendredi des femmes qui était un groupe de parole non mixte entre femmes, et les personnes bisexuelles de ce groupe-là en ont eu assez d'être discriminées ou d'avoir des remarques quand elles mentionnaient leur bisexualité. Donc elles ont créé Because en 1997. D'autres associations ont émergé ça et là en France, ont eu quelques années d'activité, disparaissent, des fois renaissent quelques années après, mais il est relativement rare. C'est la même chose au Québec. C'est une des premières choses que j'ai faites en arrivant ici en 2019 pour regarder s'il y avait des associations de défense des personnes bisexuelles. Je suis tombé sur l'association BUM, donc Bi-Unité Montréal, mais qui, selon son site internet, a cessé ses activités en 2007. Il y a bien une alliance bisexuelle de Montréal sur Facebook, mais cela fait plus de 2 ans qu'aucune publication n'a été faite sur leur page. Alors, des personnes bisexuelles, mais combien? Il est difficile, très difficile, de dire avec exactitude le nombre de personnes bisexuelles en France, au Canada, dans toutes les sociétés. C'est très difficile de savoir ce qu'il en est. Pendant très longtemps, les personnes bisexuelles étaient confondues dans les études avec les personnes homosexuelles. L'enquête Contexte de la sexualité en France, sur laquelle je me suis reposé pour cette étude, d'ailleurs, le dit bien et l'explique dans les résultats qu'il parle de personnes homo-bisexuelles. Les statistiques prennent en compte les personnes bi, mais souvent elles sont confondues. C'est la même chose au Canada avec les études que j'ai trouvées sur le sujet. Donc, selon l'enquête CSF, donc Contexte de la sexualité en France, menée par Nathalie Bajos et Michel Boson, deux chercheurs très connus dans le domaine des sexualités, 0,8% des femmes se déclarent bisexuelles et 1,1% des hommes entre 18 et 69 ans. Toutefois, si on s'intéresse aux personnes qui ont eu au moins une relation sexuelle, selon l'étude, avec une personne de même sexe, on trouve des chiffres beaucoup plus élevés, 4% des hommes et 3,9% des femmes. Également, selon l'étude CSF, les pratiques de vie exclusivement homosexuelles, donc sur l'ensemble de la vie des individus jusqu'à il y a 1 an, elles sont relativement faibles. 0,1% des femmes et 0,5% des hommes ont eu des pratiques exclusivement homosexuelles. Il faut noter également que 13,4% des femmes et 12,4% des hommes qui ont eu des pratiques homosexuelles rapportent une telle expérience uniquement avant l'âge de 18 ans. Enfin, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à déclarer avoir été sexuellement attirées par une personne de même sexe que les hommes, 6,2% des femmes contre 3,9% des hommes. 3,7% des femmes et 1,5% des femmes ont été attirées par des personnes de même sexe, mais n'ont jamais pratiqué, je cite l'enquête CSF. Alors, il est aussi à noter que les personnes qui déclarent une attirance pour les deux sexes se déclarent généralement hétérosexuelles. C'est le cas de 65% des femmes et 45% des hommes, selon une autre étude, l'enquête Virage de l'Institut national d'études démographiques de 2018 en France, donc menée par Trashman et Lechbovitch. De plus, 61% des femmes se revendiquant lesbiennes et 49% des hommes gays ont eu des partenaires des deux sexes. 17% d'entre elles et 9% d'entre eux se disent également attirés par les deux sexes, sans pour autant se revendiquer bisexuels. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Qu'il y a une binarité de la catégorisation entre homosexualité et hétérosexualité. Comme je l'ai dit, les bisexualités sont encore très souvent intégrées à la catégorie homosexualité dans beaucoup d'études. L'étude Virage le note, l'étude CSF le note, beaucoup d'études le notent. C'est pour ça qu'il est très difficile de donner des chiffres précis là-dessus.
récemment, les chiffres montrent que de plus en plus de gens s'identifient comme bisexuels et ou déclarent avoir eu une relation avec quelqu'un du même sexe. Aux États-Unis, c'est les derniers chiffres que j'ai trouvés, 8 à 9 des Américains et des Américaines disent avoir eu une relation avec quelqu'un du même sexe, selon Justin Lehmiller, dans un article de 2020. Et 3,3% s'identifient comme bisexuels en 2018, alors que c'était seulement 1,1% en 2008. Donc en 10 ans, on multiplie par 3 le nombre de personnes qui se déclarent bisexuelles. Une étude Gallup publiée en février dernier montre même que les plus jeunes s'identifient plus facilement comme bisexuels que leurs aînés. 0,3% des Américains et des Américaines de la génération des baby-boomers, donc nés après la Seconde Guerre mondiale, se déclarent bi. Ils sont 11,5% chez les jeunes de la génération Z, donc nés entre 1997 et 2002. 72% des personnes de la génération Z se revendiquent bisexuelles contre 56% pour les millennials, c'est-à-dire généralement les personnes âgées de moins de 35 ans, mais plus âgées que les Z, toujours selon Justin Lehmiller. On voit qu'il y a une plus grande connaissance et une diffusion des sujets liés à la fluidité sexuelle, amoureuse et de genre. Les personnes sont également plus sensibles à ces questions-là dans nos sociétés. Je reviendrai très brièvement, mais il faut le faire, sur l'échelle de Kinsey. Alfred Kinsey, qui a été l'un des premiers auteurs à travailler, pas directement sur les bisexualités, mais en tout cas pour montrer la fluidité des fantasmes, des pratiques sexuelles et des amours des individus dans nos sociétés. Il a écrit 2 rapports qu'on nomme rapport Kinsey. Le premier, Sexual Behavior in Human Male, en 1948, et le second, Sexual Behavior in Human Female, en 1953. Kinsey rejetait les termes d'homosexualité et d'hétérosexualité car il considérait que l'orientation sexuelle évoluait avec le temps et ne se limitait pas au seul contact. Pour lui, les fantasmes comptaient également. Selon ces résultats, 37% des hommes américains ont vécu au moins une expérience homosexuelle au cours de leur vie, et 11,6% des hommes de 20 à 35 ans sont classés dans la catégorie 3, donc bisexuels sans préférence, et c'est le cas pour 11% des femmes. Alors, l'échantillonnage de Kinsey a été critiqué. On lui a reproché qu'il y avait beaucoup de détenus, de travailleurs et de travailleuses du sexe dans son étude, ce qui faussait les résultats, que ce n'était pas représentatif. On remarque quand même que ça a été beaucoup de critiques morales. L'American Sociological Association a repris ses travaux, a reconnu quelques lacunes, mais reconnaissait néanmoins l'exceptionnel apport de son étude. Donc Kinsey montre que cette échelle qui va de 0 à 6, il me semble, mais je ne veux pas dire de bêtises, que les personnes asexuelles ont été rajoutées a posteriori, mais Kinsey a montré que les personnes exclusivement hétérosexuelles ou exclusivement homosexuelles étaient relativement rares et que les personnes se divisaient sur l'ensemble de cette échelle au cours de leur vie. Ces rapports Kinsey ont permis de remettre en question la vision hétérocentrée qui avait lieu aux États-Unis et après, ça s'est diffusé dans le monde entier. Quelques années après Kinsey, en 1978, il y a eu l'étude de Fritz Klein. Je vais partir sur Klein, ça m'évitera de répéter à chaque fois. Son étude, The Bisexual Option, et une seconde audition en 1993, c'est celle sur laquelle j'ai travaillé. Son but était d'affiner l'échelle de Kinsey, puisqu'il y avait des critiques qui avaient été faites. Et donc, Klein a divisé 7 variables, l'attirance sexuelle, le comportement sexuel, les fantasmes sexuels, préférences émotionnelles, préférences sociales, communauté réelle et identification, mais qu'il a divisé sur 3 périodes de la vie. Passé, du début de l'adolescence jusqu'il y a 1 an avant le test, présent, donc l'année qui vient de s'écouler, et idéalement, c'est-à-dire si les personnes avaient totalement le choix, qu'est-ce qu'elles choisiraient? Dans ces cases, les personnes donnent un chiffre de 1 à 7, 1 étant l'autre sexe seulement, 7 étant le même sexe uniquement, sauf pour les 2 dernières variables sur la communauté réelle et l'identification, où là, c'est hétérosexuel uniquement à gay, lesbienne uniquement.
Il est étonnant que la variable 4, qui correspond à hétéro, gay, lesbienne également, ne prenne pas en compte les personnes bisexuelles, mais Klein l'a fait de cette manière. Donc les personnes donnent des chiffres de 1 à 7, plus le résultat est bas, plus la tendance hétérosexuelle est marquée. À l'inverse, plus le chiffre est haut, plus l'attirance homosexuelle l'est. La position médiane, qui correspond donc à la bisexualité, se situe aux alentours de 28. Alors, certains termes sont datés, l'étude a aussi été critiquée sur certains points. Klein l'a reconnu lui-même, il y a des omissions et des limites à son échelle, comme l'âge du partenaire, la distinction qu'il ne fait pas plutôt entre amour et amitié dans préférence émotionnelle, la confusion entre désir sexuel et amoureux ou l'absence des rôles genrés. Néanmoins, le recours à cette grille est intéressante et montre, dans les résultats que j'ai pu recueillir dans mon étude, que les individus ont des parcours très variés et très rarement 100% hétérosexuels ou homosexuels. Même chez des personnes qui vont se revendiquer bisexuelles, on voit que ça fluctue énormément, que certaines personnes vont idéalement choisir une attirance sexuelle, un comportement sexuel et des fantasmes dirigés autant vers les hommes que les femmes, voire qu'on aborde le sujet, puisqu'elle n'était pas dans la grille que j'avais en ligne, la question des personnes non-binaires, des personnes trans, etc. Les personnes revendiquent idéalement une attirance pour l'ensemble de ces personnes. Mais voilà, il y a des variations qui sont très intéressantes et je n'ai jamais eu 2 fois le même résultat. Voilà, je discutais souvent du résultat avec les personnes. Des fois, des gens disaient « Ah, je pensais que la grille me donnerait bisexuel, mais finalement, c'est plus hétéro, plus homo. » Mais peu importe, ça montre la pluralité et l'incroyable diversité des parcours de chaque personne. Alors, il a fallu élaborer des typologies pour cette étude. J'ai repris, dans un premier temps, celle de Catherine Deschamps, qui en propose 2, l'une liée à la temporalité, l'autre aux motivations. Donc, Catherine Deschamps distingue les personnes bisexuelles du ponctuel, qui est une catégorie non homogène, mais qui regroupe souvent des personnes passant par la bisexualité, de l'hétérosexualité à l'homosexualité et inversement. Ce faisant, les individus passent d'une hétérosexualité dominante à ce qu'elle appelle une homosexualité de rupture par le biais d'un apprentissage de la disqualification sociale. Mais ça se fait par étapes. Elle note que si les individus en transition se reconnaissent finalement des préférences hétérosexuelles, cette bisexualité du ponctuel leur sera un moyen d'expérimentation ou un acte politique. Néanmoins, elle précise que la bisexualité du ponctuel n'est pas toujours une phase de transition et peut être une déviation temporaire dans un parcours majoritairement hétérosexuel ou homosexuel. Ensuite, elle parle de la bisexualité de la durée, qui sont des personnes, selon elle, vivant en couple, hétérosexuelles ou homosexuelles, et ayant des pratiques plus ou moins occasionnelles, homosexuelles ou hétérosexuelles. À cette dimension temporelle, elle ajoute une typologie des motivations qui s'attache à décrire tant les pratiques que les positionnements identitaires par le biais de ce qui motive les rapports sexuels avec des personnes des 2 sexes. Ce faisant, elle dégage 4 groupes, moins poreux que ne le sont les 2 groupes précédents. Alors, elle parle d'une bisexualité politico-culturelle. Ce sont des pratiques facilitées ou expérimentées par l'appartenance à un cadre militant ou à des visées politiques. Une bisexualité sexuelle ou commerciale qui est associée à d'importants besoins, elle le met entre guillemets, sexuels, avec une indifférenciation pour l'un et l'autre sexe. Une bisexualité sociale ou alibi, qui est liée à la volonté d'adhérer à un groupe, de se conformer aux attentes sociales normatives, soit par la bisexualité de pratique, soit par une bisexualité d'identité. Et enfin, une bisexualité sans importance, qui a existé ou existe encore sans que cela ait une quelconque importance pour les personnes interrogées. Pour ma part, après avoir mené l'intégralité des entretiens, 4 profils types se dégagent, ce qu'on pourrait appeler une typologie des pratiques. Une bisexualité fantasmatique, qui va être uniquement d'attirance, mais qui ne se réalisera pas pour diverses raisons, soit par l'absence d'opportunités, soit par la pression du groupe ou du ou de la conjointe, par appréhension ou peur de ne pas
connaître les codes et les gestes à adopter, tant dans la phase de séduction que dans l'intimité même. C'est des personnes qui ont une attirance pour des personnes de plus d'un sexe ou de plus d'un genre, mais qui ne sont jamais passées là, soit qui n'en ont pas envie, soit qui n'en ont pas eu l'occasion. Une bisexualité à dimension sexuelle, euh, j'ai eu dans les retours de questionnaires beaucoup de personnes qui disaient la bisexualité, c'est avant tout de l'amour, ce n'est pas nécessairement de la sexualité. Et pourtant, j'ai interrogé beaucoup de personnes qui se trouvaient dans cette catégorie-là, c'est-à-dire elles avaient des pratiques sexuelles dénuées de toute volonté d'y ajouter une dimension conjugale. Elles appréciaient une sexualité variée, mais se revendiquaient hétérosexuelles ou homosexuelles dans leurs relations amoureuses. Ces pratiques peuvent être uniques, ponctuellement ou régulièrement répétées dans le temps, mais garderont essentiellement leur dimension sexuelle. Les individus étant avant tout sentimentalement attirés par un seul sexe ou un seul genre. Ce cas de figure peut avoir été longuement réfléchi à l'avance. La personne peut déclarer avoir eu longtemps des attirances et être prêt ou prête à avoir ce genre de relation, ou avoir été complètement spontané, absolument pas réfléchi. Ça surprend beaucoup ces personnes. Et après, voilà, il y a tout un travail d'intégration des normes, des pratiques, des codes, etc. Une bisexualité de transition, alors le terme est peut-être mal choisi, c'est généralement des personnes qui vont avoir une relation sexuelle avec quelqu'un du même sexe, ou en tout cas à l'opposé du sexe ou du genre des personnes avec qui elles ont l'habitude d'être, et qui se transforment très rapidement en mise en couple. Donc les personnes ne vont pas forcément se revendiquer bisexuelles, ou en tout cas vont être un peu perdues sur le terme à utiliser. Une personne disait « nous les lesbiennes » quand elle parlait en public de son couple avec une femme, mais dans les entretiens disait oui, bisexuel, possiblement, parce que c'est vrai que je me retourne encore sur des hommes dans la rue, mais voilà, je ne sais pas trop. Je suis avec cette personne et ça me suffit vraiment. J'ai eu donc 2 personnes sur les 28 entretiens qui étaient dans cette catégorie-là. Et enfin, pareil, le terme est très mal choisi, mais ça fait 5 ans, je ne sais pas quel terme utiliser. La bisexualité totale, où là, ça correspond à une attirance, des pratiques sexuelles et ou amoureuses. Vraiment, les trois vont se chevaucher, ça peut être encore une fois au même moment ou à des périodes différentes de la vie, mais les personnes assument complètement cette dimension de totalité de la bisexualité. C'est pas juste le domaine sexuel, le domaine des fantasmes ou des attirances, ou le domaine amoureux, ils mélangent les trois systématiquement. Une deuxième typologie est celle des âges, à laquelle la première fois que les personnes qualifient de bisexuelles a lieu et qui ne se justifie pas systématiquement de la même façon. Alors, il y a le cas de l'enfance. Les psychanalystes en ont parlé en long, en large et en travers, la sexualité infantile. Beaucoup de gens ne s'en souviennent pas ou disent oui, bon, c'était rien. Une personne dans le groupe a dit oui, oui, en dessous de 10 ans, oui, oui, j'ai eu des pratiques avec des garçons et des filles. Mais comme les personnes vont considérer que c'était des jeux entre enfants, ça ne considère pas ça comme étant de la sexualité. Mais néanmoins, la personne qui m'en a parlé me disait que oui, elle ne voyait pas la différence entre les garçons et les filles à cette époque-là, et donc ça ne lui posait aucun problème. La période de l'adolescence, c'est une période qui est importante. Entre une dizaine d'années, 11-12 ans et 18 ans, c'est la période où les personnes vont construire leur sexualité, leur identité, où ils développent leurs goûts et leurs envies dans ce domaine-là. La bisexualité peut prendre la forme d'une simple attirance, d'un passage à l'acte sexuel ou amoureux. Les personnes me racontaient, bah oui, j'avais une amoureuse au lycée, donc au secondaire en France. Bon, on se baladait main dans la main, on s'est fait quelques bisous, puis ça s'est arrêté là. Mais elle considère néanmoins que c'est une première fois pour elle et que ça a changé son rapport à ces diverses attirances et aux possibilités qu'elle s'autorisait dans la vie. Beaucoup de personnes aussi considèrent que cette période-là n'est pas si importante que cela et que bon, c'est pas très sérieux, voire c'est pour s'entraîner, mais c'est quelque chose qui a
beaucoup lieu. Je penserai à un article, mais j'ai perdu le nom de l'autrice, qui avait étudié les forums de jeuxvideo.com et notamment la panique homosexuelle, comme elle nommait ça, des jeunes qui disaient j'ai eu des rapports sexuels de fellation avec un ami, est-ce que je suis gay? Donc de longs et grands débats sur qu'est-ce qui est gay et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc on voit que les pratiques entre personnes de même sexe ou qu'on qualifiera ici de bisexuelles sont beaucoup plus répandues qu'on ne pense. Il y a la période jeune adulte. Alors, dans cette catégorie-là, je pense notamment aux personnes qui ont participé, beaucoup de personnes qui ont participé à cette étude étaient étudiants ou étudiantes au moment des entretiens. C'est factuel, je pense que ce n'est pas une faute de l'étude. L'étude n'est pas représentative, mais il pourrait être intéressant d'interroger d'autres personnes qui ne viennent pas de ces milieux-là. Mais en tout cas, pour la période jeune adulte, c'est les personnes donc, qui sont à l'université. Les personnes sont dans une période d'apprentissage de l'indépendance et de la construction de leur future vie d'adulte. Elles se retrouvent le plus souvent dans un milieu urbain et face à des modèles sociaux différents. Les pratiques bisexuelles lors de cette période peuvent être considérées comme de simples expériences sans conséquences pour l'avenir, comme une confirmation ou une révélation de leur orientation sexuelle. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais voilà, je ne crois pas l'avoir précisé, mais l'écrasante majorité des personnes se déclaraient cisgenres et étaient relativement binaires dans les attirances qu'elles déclaraient. Les hommes, les femmes, les garçons, les filles. Néanmoins, on voit quand même, j'y reviendrai en fin de conférence, une évolution sur ces sujets, sur ces questionnements liés au genre et notamment l'acquisition d'un vocabulaire spécifique aux questions de genre et aux questions LGBTQ+. Donc, ça peut paraître assez binaire dans la manière dont j'en parle, ça ne l'est pas, ou en tout cas, ça l'est au départ, et souvent, ça évolue vers plus d'inclusivité, notamment. L'autre catégorie d'âge, c'est la période post-adolescence et d'entrée dans la vie active. C'est soit les personnes qui n'ont pas été à l'université, soit les personnes précédemment citées dans la catégorie jeune adulte, qui rentrent sur le marché du travail. Donc souvent, c'est une période à 25-34 ans où les personnes ont des perspectives d'avenir sur le plus long terme. Les choix de vie sont plus engageants et les personnes ont des perspectives sur le plus long terme. Les individus ressentent l'injonction qui leur est faite de fonder une famille ou de se mettre en ménage. Les pratiques bisexuelles, à ce moment-là, sont soit les réminiscences d'une jeunesse en train de s'éloigner, ou un véritable changement de vie induit par un refus des normes sociales. À ce moment-là, des personnes qui se disent voilà, j'en ai assez de la performativité hétérosexuelle ou de l'hétéronormativité. Il se trouve que je rencontre quelqu'un du même sexe et des histoires, de longues histoires de vie s'engagent à ce moment-là, quand bien même la personne aura revendiqué une hétérosexualité tout au long de sa vie. Et l'inverse est aussi possible. J'avais interrogé une personne qui s'était toute son adolescence revendiquée lesbienne jusqu'à début de la trentaine, et a fait la rencontre d'un homme et s'est mariée en quelques mois, et voilà, ce qui l'a surprise elle-même, mais c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à militer, elle, pour les droits des personnes bisexuelles et à se revendiquer bisexuelle. Concernant les genres, justement, des bisexualités, il y a une différence de traitement entre bisexualité masculine et féminine, une disqualification, mais qui est différente. Il est plus accepté pour une femme de déclarer des attirances ou des pratiques bisexuelles que pour les hommes. Car, justement, renvoyant à un fantasme masculin ou à une sexualité superficielle. Par sexualité superficielle, pour les personnes, c'est une sexualité qui n'est pas pénétrative, ce qui paraît incongru, mais qui pourtant est le cas. C'est-à-dire que j'avais interrogé une personne qui me disait ma première fois avec une femme, ça a été avec 2 autres femmes, et puis voilà, on a fait ce qu'on avait à faire et c'était très cool. Je dis d'accord, donc tu as couché avec une femme. Et elle m'a regardé très sérieusement, elle m'a dit mais non, elle m'a dit il n'y a pas eu de pénétration profonde, et elle a fait le geste de la pénétration à ce moment-là. Donc elle dit c'est des préliminaires, donc c'est pas vraiment du sexe, donc voilà, j'ai pas vraiment couché avec une femme, j'ai fait des trucs, elle l'avait dit à l'époque, ça m'avait marqué. Et donc pour certaines personnes, c'est superficiel, donc une femme peut dire oh oui, j'essaierai bien, c'est valorisé.
puisque ça rentre dans le cadre de fantasmes masculins. La bisexualité masculine, à l'inverse, est associée à de l'homosexualité. Les personnes interrogées me disaient avoir eu des questions du genre totalement discriminantes, du genre qui se fait enculer ou qui fait l'homme, qui fait la femme. Voilà, question que quand on connaît le milieu LGBT, on l'a souvent entendu, mais voilà, les bisexualités masculines sont associées à une sexualité pénétrative, donc à de l'homosexualité, c'est pour ça qu'elle est disqualifiée. Néanmoins, sur la bisexualité féminine, j'invite à faire attention à cet argument de dire la bisexualité féminine est valorisée par le patriarcat, donc les femmes qui ont des relations bisexuelles, c'est faux, parce que ce n'est pas de la vraie bisexualité, c'est parce qu'on leur a dit que c'était valorisant, que c'était chouette. Bon, on peut penser aussi aux fêtes adolescentes avec le fameux jeu de la bouteille où les femmes sont encouragées à s'embrasser entre elles quand les hommes sont encouragés à démontrer leur hétérosexualité, donc leur dégoût à ce moment-là. Néanmoins, j'inviterais à avoir une perspective un peu différente là-dessus, puisque ça le renvoie à dire la bisexualité féminine n'est qu'une des conséquences du patriarcat, ça reviendrait à disqualifier complètement la bisexualité féminine. Effectivement, elle est encouragée. On le voit dans des films, on le voit dans des séries, dans des clips musicaux. Une personne interrogée parlait d'une scène dans Game of Thrones entre deux femmes qui, elle, ça avait été le point de départ de réflexion sur ce sujet-là. Donc oui, une scène qu'elle reconnaît maintenant comme étant éminemment sexiste, puisque la figure de l'homme est là pour contrôler la sexualité entre deux femmes. Mais néanmoins, puisque la sexualité féminine a été pendant longtemps et encore à bien des égards considérée comme moindre ou négligeable, ça ménage des espaces de liberté où les femmes peuvent se retrouver entre elles. Les personnes interrogées me disaient qu'en soirée, quand elles commençaient à séduire une autre femme, il y avait des remarques, il y avait des hommes qui faisaient des sourires, qui se tenaient prêts à voir la moindre occasion pour avoir une sexualité avec deux femmes. D'autres aussi disaient qu'elles avaient des sexualités entre femmes, alors qu'elles étaient en couple avec un homme. Et en leur demandant, est-ce que ça pose un problème à ton conjoint, ou est-ce que tu lui as proposé de te rejoindre, les femmes répondaient « Ah non, non, c'est mon moment à moi, c'est notre espace de liberté. Maintenant, on parlerait limite de sororité. On est entre nous. » Une participante a eu une phrase très, très mignonne, je trouve, très, très juste. Elle dit « Quand je couche avec une femme, j'ai le merveilleux sentiment de partager un secret. » Et elle dit « C'est notre moment à nous. » Et beaucoup de femmes, justement, si ce n'est la quasi-totalité, excluent complètement les hommes de ces pratiques-là. Quand bien même les motivations de base étaient induites par des images, un imaginaire sexiste, un imaginaire avec l'homme qui va dire « oui, oui, va frencher ton ami », néanmoins, dans la pratique, les hommes en sont complètement exclus. On parle d'ailleurs de Marie-Jo Bonnet dans son ouvrage « Les relations amoureuses entre les femmes du XVIIe au XXe siècle », on parle très bien. Les questions que des femmes très intrusives, les questions que les femmes peuvent avoir sur « est-ce que vous faites les ciseaux ?» C'est la réponse qui a été le plus souvent mentionnée par les personnes que j'ai interrogées. Marie-Jo Bonnet disait « Avant, on appelait les personnes lesbiennes des tribades », qui en grec veut dire « se frotter », et qui en anglais a donné « tribbing », donc la position des ciseaux. Ce qui fait que les personnes qui demandent à des femmes « avez-vous, est-ce que vous faites les ciseaux quand vous avez de la sexualité ?» ont 300-400 ans de retard. L'entrée dans la bisexualité est néanmoins l'occasion de renégocier les codes genrés. Un homme interrogé pour cette étude me disait qu'il avait eu peur avant sa première fois avec un homme du côté bestial, du côté de la pénétration, parce qu'il avait, selon ses propres mots, calqué son hétérosexualité sur un rapport sexuel entre deux hommes. Et il a été étonnamment surpris de l'affectivité et de la grande tendresse, je le cite, de la sexualité avec un autre homme. Ce qui, après, derrière, permet de questionner les normes traditionnelles associées à la virilité et à la masculinité.
Les femmes vont aussi questionner des questions genrées. Ce qui est revenu souvent, c'était l'épilation. Les femmes disaient, quand j'avais une sexualité avec un homme, je me pensais qu'il fallait que je sois absolument épilée partout, etc. Et en couchant avec une autre femme, je me rends compte que bah non, elles ne sont pas toujours épilées, que ce n'est pas grave, et que bah, moi aussi, je peux adopter ces codes-là. Et donc, un questionnement, notamment aussi, ça a été beaucoup mentionné dans les entretiens, dans la séduction, où les femmes se disaient il faut que j'ai une séduction beaucoup plus active que je n'avais quand je n'avais une sexualité ou des phases de séduction uniquement avec les hommes. Il a fallu que j'y aille, il a fallu que je me confronte au refus de la part d'autres femmes. Et donc, il y a une renégociation progressive des codes genrés. Il y a aussi un apprentissage potentiel et progressif du stigmate, être pédé pour les hommes, savoir qui fait la femme, comme je l'ai dit, qui se fait enculer, ces phrases qui sont revenues dans les entretiens, ou recevoir des propositions sexuelles ou avoir des questions intrusives sur la sexualité entre femmes. Bisexualité et discrimination. Alors, les personnes interrogées pour cette étude ont peu fait mention de discrimination particulière. Celle que j'ai mentionnée précédemment, elle balayait ça assez rapidement d'un revers de la main. Non, ce n'est pas important, les gens sont idiots et donc je préfère être avec des personnes qui correspondent plus, qui connaissent ces réalités-là. Une personne a néanmoins fait mention de propos homophobes et biphobes de la part de ses parents quand elle s'est mise en couple avec quelqu'un du même sexe qu'elle. Les personnes qui n'ont qu'une bisexualité à dimension sexuelle certains ont dit oui, si c'était en couple, je pense que j'aurais des questions, je pense que ça les angoisserait un petit peu, mais elles pensaient que ça irait, qu'il n'y aurait pas trop de problèmes à ce niveau-là. Néanmoins, des stéréotypes et des discriminations existent propres aux personnes bisexuelles. Il y a l'enquête nationale sur la biphobie en France menée par SOS Homophobie et Bicause auprès de 6107 personnes qui, certes, l'étude n'est pas représentative de la population française, mais met l'accent sur des discriminations dont les personnes bisexuelles sont victimes. Par exemple, 10% des répondants et des répondantes de l'étude associent la bisexualité avec l'infidélité, la volatilité et l'indécision. 13,5% estiment que les personnes bisexuelles sont dans un questionnement constant et dans une instabilité émotionnelle. 40% rejettent un engagement de longue durée avec une personne bisexuelle, estimant que celle-ci a besoin de rapports réguliers avec les deux sexes. Les personnes gays considèrent à 8% que la bisexualité est quelque chose de passager, 5% pour les personnes lesbiennes contre 3% pour les personnes hétérosexuelles. Et les personnes gays sont celles qui définissent la bisexualité, le moins la bisexualité, comme une orientation sexuelle. 80% seulement considèrent que c'est une orientation sexuelle. L'effet de mode est partagé par 4% des personnes lesbiennes contre 3% des personnes hétérosexuelles et 3% des personnes homosexuelles. Hétérosexuelles et homosexuelles, pardon, je m'embrouille un peu. Les termes bipolaire, lunatique ou homo refoulé sont également très souvent cités dans cette étude. La bisexualité comme mode et comme hypersexualité sont également des stéréotypes courants dans cette étude comme dans plusieurs autres. Au Québec, selon le sondage de la Fondation Jasmine Roy de 2017, 35% des personnes bisexuelles déclarent ne pas avoir été crues quand elles ont annoncé leur bisexualité à leurs proches. Je vous demande un instant. Merci beaucoup. Alors, la biphobie en France, voilà, ça j'ai donné les chiffres. Je recommande les travaux de Mylène Allary, qui est une chercheuse, qui est à Montréal d'ailleurs, qui a travaillé sur les bisexualités. C'est en référence à la fin dans la bibliographie, mais son mémoire de maîtrise est disponible en ligne et est un travail très intéressant sur ce sujet-là. Elle en parle voilà, comme mode et comme hypersexualité. Alors, bisexualité et pansexualité très rapidement. Alors, la pansexualité, elle peut se définir comme une attirance pour une personne sans considération de son genre, comme j'ai écrit ici.
Les personnes interrogées, comme je l'ai dit, ne font pas nécessairement mention du genre. Au contraire, j'ai souvent entendu, c'est une question de personne, pas de sexe. Je suis attiré par cette personne et pas par une autre. On remarque néanmoins qu'il y a quand même des caractères genrés assez marqués quand on s'intéresse à leur discours. Le genre de la personne compte, son physique également. Euh, une femme va vouloir coucher avec une autre femme parce qu'elle agit en tant que femme et qu'elle a des seins, un vagin, etc. À l'inverse, la sexualité avec un homme est vue de la même manière. C'est parce que c'est un homme, c'est parce qu'il a un pénis et c'est parce qu'il agit comme un homme. Euh, souvent, dans les discours, on se rend compte que la sexualité avec un homme va être vue comme plus passive pour les femmes, quand avec une autre femme, elles vont considérer que c'est à elle d'être plus active, mais les mots avec une femme c'est plus doux, avec une femme c'est plus tendre, etc. Bien. Alors c'est souvent pour les personnes dont elles découvrent leur bisexualité. C'est très genré, c'est au début. D'autres personnes dont je suis resté en contact me disent actuellement qu'elles sont revenues de ces questions-là et qu'elles ont appris tout le vocabulaire à dégenrer leurs attirances ou leurs attentes. Donc, faut-il encore distinguer bisexualité et pansexualité? Il y a des gros débats sur le sujet, notamment aux États-Unis. Certaines personnes vont avoir une définition de la bisexualité qui rejoint celle de la pansexualité. Bon, celle de Bicose me semble être dans, dans ce cas-là. D'autres considèrent que ce sont deux choses séparées. On a accusé certaines personnes bisexuelles d'exclure les personnes trans en disant attirance pour les hommes et les femmes et les personnes non binaires également. D'autres personnes bi vont dire non, non, ça n'a rien à voir, je suis attiré par une personne de plus d'un sexe ou de plus d'un genre. Je pense que la distinction est à garder parce que ce sont deux éléments d'un même spectre. Certaines personnes vont dire bisexualité alors qu'en fait, en soi, c'est de la pansexualité. Je pense que l'intérêt est intéressant, au moins pour distinguer, comme je le disais, ces personnes qui ont encore des caractères très genrés dans leur approche des bisexualités. Et puis parce que le terme bisexualité est beaucoup plus répandu et donc parle à beaucoup plus de personnes, l'entrée en bisexualité pouvant être une porte d'entrée vers la pansexualité potentiellement. Je terminerai par les perspectives des bisexualités. Je pense qu'il serait intéressant, et c'est ce que j'ai voulu faire avec mon étude, euh, d'aborder les bisexualités comme des possibilités relationnelles. D'abord, elles sont, comme je l'ai écrit ici, un miroir, un révélateur des attentes conjugales actuelles. Je pense que c'est pour cela que les personnes bi sont taxées d'infidèles, d'instables, etc. Parce que l'amour, la normativité amoureuse que Elizabeth Brake, philosophe américaine, appelle l'amatonormativité, est centrée sur deux personnes. Or, et Catherine Deschamps le dit très bien, les bisexualités, elles supposent automatiquement le 3, même si ce n'est que potentiel, même si ce n'est pas simultané et qu'une personne peut être en couple avec une personne d'un genre, une personne d'un autre genre ou d'un autre sexe après, etc., de manière simultanée. Donc c'est un révélateur, et notamment aussi des attentes genrées vis-à-vis de la sexualité et de l'amour. Mais quand on les étudie du point de vue des possibilités relationnelles, on voit que les gens remettent en question le dire sexuel, comme je le disais. Elles ne sont pas, les bisexualités, pour les personnes interrogées, ne sont pas envisagées comme une identité monolithique, stricte, et à laquelle on pourrait comprendre leur personne en un seul mot, mais une capacité, voire une capacité, pour reprendre le concept de Martha Nussbaum et d'Amartya Sen, une capacité, c'est-à-dire une liberté, la liberté qui est laissée aux individus de choisir diverses combinaisons pour agir et vivre en société selon ce qui leur semble bon. Et donc, ça pourrait être une capacité relationnelle, affective, sexuelle, un ethos, une manière de vivre et de ressentir l'autre. Une personne interrogée pour cette étude disait, au moment où je l'ai interrogée, oui, tu peux dire bisexuel si tu veux, mais bon,
ça ne m'intéresse pas trop. Sur les pansexualités, elle dit maintenant, ben, pansexuel, pan voulant dire tout, je n'aime pas tout le monde. Donc elle dit, je ne peux pas me dire pan. Mais elle dit, bon, bisexualité, oh, ben, elle dit queer. Elle dit, maintenant je dis queer parce que j'ai été avec des personnes non binaires, parce que je fréquente des personnes qui vont interroger le genre, sans forcément se revendiquer d'une identité de genre particulière ou d'une orientation sexuelle particulière. Ce sont des possibilités qui sont données aux personnes qui, encore une fois, peuvent être très normatives. Dans mon terrain d'études, où j'ai fait des études dans des clubs libertins, la bisexualité féminine est très encouragée, mais pourtant, ça peut être une découverte pour ces femmes-là de dire « Ah oui, tiens, je n'avais pas envisagé ça ». Et donc, potentiellement, changer toute leur attitude vis-à-vis certains sujets de société, vis-à-vis des relations aux autres et vis-à-vis des enfants qui reçoivent une éducation à ce moment-là remplie de bienveillance et d'inclusivité. Une personne interrogée pour cette étude qui n'a jamais eu de relation, qui se revendique hétérosexuelle, mais qui revendique des attirances pour des personnes de même sexe, comparait sa bisexualité au voyage. Elle disait qu'elle trouverait ça dommage de ne pas avoir vécu ça au moins une fois dans sa vie, de découvrir autre chose, d'autres façons de vivre, de ressentir, de jouir, et peut-être qu'elle le disait, ça lui ouvrirait d'autres portes. Et c'est une possibilité qui donne de la dimension à sa vie. N'aborder les bisexualités que comme une orientation entre l'homosexualité et l'hétérosexualité, ce serait une erreur. C'est davantage une opposition entre monosexualité et plurisexualité, encore une fois, pas uniquement entendu au sens sexuel, et quand bien même, si ce n'était qu'au niveau sexuel, ce ne serait pas grave, parce que beaucoup de gens dans l'étude me disaient « Ah oui, mais quand c'est sexuel, ça compte moins que quand c'est de l'amour ». On retrouve, à mon sens, l'opposition très chrétienne du corps et de l'esprit. Si c'est l'esprit, c'est Dieu, donc c'est bien. Si c'est le corps, c'est animal, donc c'est négligeable. Donc c'est une opposition, la bisexualité, ça se situe plus dans une opposition monosexualité et plurisexualité, qu'il s'agisse donc uniquement de sexualité ou de davantage, mais à mon sens, il ne s'agit jamais uniquement de pure sexualité, il y a toujours des affects, il y a toujours autre chose qui traverse les relations intimes entre les individus. Les personnes ne sont pas nécessairement bisexuelles au sens où on l'entend de manière monolithique, stricte et identitaire, mais elles sont ouvertes à la diversité des ressentis, des vécus et des possibilités de vivre, et ce qui me semble plutôt encourageant pour nos sociétés. Je vous remercie de votre attention et je vous laisse avec cette bibliographie sélective des différents ouvrages qui m'ont paru intéressants pour cette étude. Je vais faire très rapidement, avant de laisser la parole à d'éventuelles questions. La liste, donc Milan Alari, La bisexualité et les jeunes adultes, représentation, attitude, identité et vécu sexuel, qui est disponible en ligne. Catherine Deschamps, Le miroir bisexuel, qui n'est plus édité, qui se trouve à prix d'or sur les divers sites de revente. Je crois qu'une version pirate existe sur Internet, mais il ne faudrait pas trop le dire trop fort. Shiri Esner, en 2013, Bi Not for a Bisexual Revolution, qui est très intéressant, très militant et très incisif, je trouve. L'excellent ouvrage de Marjorie Garber, Bisexuality and the Eroticism of Everyday Life, qui est très complet, qui traite d'énormément d'aspects des bisexualités, qui est passionnant. Jean-Luc Hennig, Bi de la bisexualité masculine, 1996, pareil, c'est très très compliqué à trouver. J'ai eu la chance de le trouver plutôt cher, mais il faut chercher, il faut être attentif. Rommel Mendes Lété, pareil, Bisexualité, le dernier tabou, qui est très intéressant, qui traite beaucoup plus de bisexualité masculine. Karl Mengel, Pour et contre la bisexualité, à la Musardine, qui se trouve encore, il me semble. Et enfin, l'enquête Virage de Trashman et Lejbovic sur les personnes, l'article plutôt, tiré de l'enquête Virage, les personnes qui se disent bisexuelles en France, population, dans la revue Population et Société, qui est très court, mais qui est très intéressant et qui a le mérite, encore une fois, de poser les enjeux d'études sur le sujet des bisexualités. Et je vous remercie.